De la crise à la reconversion, et pour en parler cet après-midi avec nous, j'invite nos intervenants à nous rejoindre. David Chayol, que je vous présentais de façon succincte tout à l'heure, artiste photographe, également professeur en sociologie à l'université de Minneapolis et lauréat en 2016 d'un programme international de résidence croisée entre les Hauts-de-France et l'Art Center Edith Park. Bienvenue à vous, David. Jean-Louis Subilo qui est architecte, urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme 2015 et qui est le rédacteur d'un rapport qui concerne ce territoire des Hauts-de-France sur la préfiguration d'un contrat partenarial d'intérêt national pour le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et puis également avec nous, Nicolas Grivel, qui est le directeur général de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, dont on a entendu le président Olivier Klein ce matin. Et cet après-midi, pour nous accompagner dans nos échanges, nous aurons un grand témoin. Et ce grand témoin, c'est Bruno Fontaine, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut. Un grand témoin de ce territoire. Bienvenue, Monsieur le Président. Installez-vous, messieurs. De la crise à la reconversion. Eh bien, pour entrer dans ce débat, justement, on va sortir de l'Hexagone, sortir des Hauts-de-France, sortir de Valenciennes et avoir quelqu'un qu'on a la chance d'accueillir cet après-midi avec nous, qui a pu mener un regard croisé, puisque David Chayol, je le disais, est à la fois professeur de sociologie à l'université de Minneapolis aux États-Unis et puis artiste photographe. Et donc, il a porté un regard sur ce qu'on appelle les villes résilientes. Cette résilience, est-ce qu'elle est la même à Chicago ou est-ce qu'il y a des différences d'approche entre les deux rives de l'Atlantique ? Pour ceux qui n'auraient pas pris encore leur boîtier, puisque David va s'exprimer en anglais, ils sont à votre disposition. Et je rappelle le mode d'emploi. Pour l'entendre en français, vous mettez sur le Channel 1, la chaîne 1. Voilà, David, nous vous écoutons pour cette présentation. Ensuite, nous écouterons Jean-Louis Subilo et puis Nicolas Grivel. Et nous rentrerons dans le débat avec vous et avec la réaction de Bruno Fontaine. It's up to you. All right, merci beaucoup. Let's see if we can see this. Suspense. Okay. All right, well, it's really a pleasure to be here today. I'm sorry for all of the hullabaloo given the translation, but I think this is going to be an easier event for everyone this way. So my role today is just to provide a quick introduction to sort of my work, but also as a way of setting some of the themes for the panel. And so today I want to talk a little bit about my experiences as a sociologist and as a visual sociologist who's been making work in the United States for about 10 years about these very issues, and in France for about 2. And so the big thing that I want to focus on for my presentation is to think about this translation or this transformation from what you might think about as sort of a sustainability and a movement towards resilience. Of course, anyone here who's been involved in these kinds of issues over the last 10 to 15 years has seen a marked change in the way that we've moved from conceptualizing communities in this sort of sense of sustainability. This is sort of a stagnant model. The idea is that we're working towards the sort of maintenance of a particular kind of place and a shift towards what we might call resilience. And the thing that I like about this term, and the reason that I want to start the presentation with this concept, is that it provides us an opportunity to think about dynamism, and it forces us to also confront the problems that places are themselves confronting.
And so, for me, my research is really in how we can conceptualize these sort of holistic transformations of, and this by which I mean sort of social, economic, environmental, for that matter, perhaps political, sort of transformations that are rooted in a kind of local practice. So I'm interested in how we can actually do this. There's a lot of, what I might say, lip service paid to this idea, but I want to provide some models of thinking about how we might actually do this thing. And as a visual sociologist, my sort of approach is to conceptualize this not only by sort of traditional sociological techniques of ethnographic research, of interviews, but also to think visually. So how is it that we can make these sort of invisible forces visible through the use of film and photography? And so today, the work that I'm going to be talking about is sort of a two-part piece, in part based on work that I've been doing in Hauts-de-France, but also in what we might call the American Rust Belt. First, to introduce the Hauts-de-France piece, this is a project that was launched in part with Valenciennes, in fact, Duchy-Lamine's very own CRP. This is a project that was launched with support of the MacArthur Foundation and the Hyde Park Arts Center. And if you would like to see photographs beyond what are going to be on this slide, you can actually see an exhibition in the grand hallway. So this is a project that I started on in 2016, and I put this map up here to show you where I've been working. So if we see down in the, let's see if this laser pointer here will work. No, but so of course we see down in the lower right-hand corner, we see Valenciennes, and then of course the sort of the broader region. This is of course the mining basin region that we'll be hearing so much about later on. Here we can see two sort of typical images for those of you who aren't familiar with the region. Here we see on the right is a photograph of that I made of a terril or a spoil tip, and on the left a sort of typical town or village. This one is Écoutant. And of course, we have this sort of familiarity with the mining landscape. So again, I want to start here with the landscape as it is. Here we can look at social housing development outside of Denain, with again, Terril in the background. And to give you another kind of context, I've also been working in the Rust Belt in the United States. And so first I want to introduce the broader project. I've been working on a project in the United States with a collaborator named Michael Carrier for about 10 years. And we visited dozens of cities looking at places, organizations, individual artists, others who are engaged in this kind of resilient activity. But in particular, I'm going to focus here today on a few specific places here. This is what we might call the Rust Belt, places like Milwaukee, Chicago, and Buffalo. And of course, here the landscape is quite familiar, particularly here in Hauts-de-France. This is the reason for the comparison. How can we understand how we might learn from each other in this way? Here, this image gives you a sense of this idea of kind of how I want to make these visual arguments. This will give you a sense of this happens to be sort of a region that falls like Camden, New Jersey, that falls outside of what we might typically call the Rust Belt, but is still settled with the same kinds of maladies of deindustrialization, economic stagnation, and so on. And of course, we see other kinds of similar problems that take a particular kind of face in the United States that I think in many ways are missing in France because of the strong support for the built environment. And of course, here again, we're focusing on the idea of this contrast, this life in this environmental context. So, what am I interested in? And in particular, because I want to focus us on how we can actually learn from what's happening now, how can we look to people on the ground, to communities, and use that as the way forward? Here, the idea is to think about the industrial landscape. And in places like in the Rust Belt in the United States, we can look at the ways that the industrial landscape, in fact, the industrial environment is celebrated through sort of these mythical figures on the left. This is a Polish steel worker who's celebrated for his skill in steel making. The construction here of cities like New York City. This is the photograph on the right is in Buffalo, New York, which sent many workers to the city to help construct it. Here we can see outside of Pittsburgh, Pennsylvania, the way that these kinds of roundhouses and other mining operations are preserved and are presented, interpreted, and become sort of focal points for conversations.
But I'm interested not only about that, but also, of course, thinking about this here in Hauts-de-France, and here thinking about the mining basin and its role in particular with its relationship with the UNESCO designation. And again, we can think about that designation and all the work that went into that as being as sort of indicating that kind of interest and that kind of basis. There's a community desire for resilience in this manner, right? Looking backwards to look forwards. Here we can think about the sort of winding towers that are about. But we can go beyond that, and not just these large municipal acts of preservation, but also the sort of acts of creation that happen. So taking these wagonnets, taking these coal cars out of the mines and putting them into a city square, and putting into a front yard as a way of proclaiming something about community identity, about how the past continues to inform the present. Here, of course, we can see some more humorous examples of this, but the construction of a miniature winding tower, the painting of a mural on someone's garage, right? What once was and what is now. You see the mine opened, the mine closed. So how can we use these sort of older views? And one of the things that I'm interested in is thinking about how we're not just doing what we call in the United States placemaking, but we might conceptualize as a kind of way of sort of activation of the public space that occurs through this kind of work. And instead, what I'm interested in is how do we transform these from simply being kind of a set dressing into something that is much bigger, that becomes about production. And so here again, we can take some examples. In Seattle, I think this is an example of the former, this idea of Gasworks Park. This is the first industrial heritage park in the United States. And it's a place where I think it does one thing, which is it provides an opportunity for social capital creation, for the opportunity for people to come together, but it doesn't do the second piece, which is how do you do economic development? How do you do that more wholesale development based in this? On the right, we see a place in Louisville, Kentucky, where they've transformed a former gravel mine and turned it into an adventure park. We see examples like in Buffalo, New York. We see examples in Chicago and elsewhere where the idea is that we can construct these moments for collaboration and connection. But what it says here is Inglewood had a cafe. In the center image. And this is part of a project that drew attention to absences in the community, but based in the history of that place, with the way of trying to raise funds to develop a new community cafe in that place. On the right, the former church there is now the site of a jobs program. And so the idea here is how do we look to what is present, to how do we extrapolate to something that is greater? If we look at a place like Detroit, which is experiencing these, I think, very well-publicized problems recently of dereliction, then we can look to people like Tyree Goyton, who've created this massive not-for-profit organization and a kind of installation art piece that is, again, based in this idea that, what is the issue that's there? There's an authentic voice that leads to job creation. Or in a place like Chicago, in a neighborhood like Back of the Yards, that was famously sort of celebrated but also derided by Upton Sinclair in his book, The Jungle, that we can see there are groups like The Plant. This is an organization that's taken an old meatpacking facility. Meatpackers have all left, or have almost all left, Back of the Yards, and transformed it into a place for sustainable, and in this case, resilient, right, development. The man on the right is talking about how he makes microgreens that are available for local restaurants. And so again, how do we actually take the same places, take an idea from where they are, and move beyond? And just a couple other slides to wrap up. Here we can conceptualize this sort of sense of this labor is happening around the country, and again, from Milwaukee to New Orleans to you name it. So really quickly, just a few examples in Hauts-de-France, because I think we need to sort of celebrate where we are now. And I think in this case, we can see an example of what we might call this kind of stage dressing. I don't know if any of you are familiar with this is, but this is a mural just down the road in Valenciennes. This is the side of a jail. And this is an example that, I bring to say that this is a start, right? It's a recognition that there's a problem that is present in the sense that there's this jail wall that is there. And so how can we transform that wall into something else?
else. But how do we move beyond that? And so again, I'm really interested in the way that the mining basin itself is operationalized as a way to sort of draw tourism in, to provide places for family meeting, how it can be transformed into a place for recreational vehicle events and so on, to think about how it can be transformed into places like ski slopes and others, how the mines themselves, through the redevelopment around Germinal, can be transformed into, again, a place for cultural sort of like heritage work, but also a place for work itself. And you know, of course, these other kinds of places where this happens again and again. But in particular, I think it's important that we think about the role of institutions such as schools and universities. Here, this is work that's been done by the local art school, ESAD Valenciennes, and the work that they've been doing to also interpret as a way of providing a way to give voice to what's in the present and other kinds of art institutions. And so again, here, I'll conclude by saying that what I'm interested in here again is this notion of resilience, that how do we directly confront the past problems as a way of trying to find a way to work towards the future, and then how can we look to local organizations, local people, even just local homeowners or renters, on how they transform the place around them to give us a sort of clue for how we can go further, right? So how can we look to the past to go to the future? How can we think about, we cite this new work, this new labor in the identities that have been constructed in the past that we now have the capacity to interpret and create? Thank you. Thank you very much, David. Alors, très intéressant hein, de voir ce regard croisé entre le bassin minier des Hauts-de-France et puis cette Rust Belt qui a vécu aussi de la vieille industrie sidérurgique. Peut-être justement demander à Jean-Louis Subilo, je le disais tout à l'heure en vous présentant, Grand Prix de l'urbanisme, architecte et aujourd'hui rédacteur d'un rapport qui est un rapport sur la préfiguration d'un contrat partenarial d'intérêt national pour le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Une première réaction quand on voit ces images sur deux territoires qui ont vécu la révolution industrielle du 19e siècle et puis qui essaient donc d'être résilients avec ce que nous disait David sur cette approche holistique. Comment vous la percevez à travers les images qui nous ont été présentées, Jean-Louis Subilo? Voilà, vos images. Mais avant qu'on voit vos images, peut-être une première réaction comme ça. Merci beaucoup. Écoutez, après la magnifique séance de ce matin, et puis ce que vous venez de présenter, finalement, je vais essayer d'aller rapidement, mais je pense qu'il y a une sorte de convergence. J'avais appelé cette petite présentation des territoires phénix. Parce que je vous ai dit, je vais parler du bassin minier, puisque je me suis beaucoup passionné pour le bassin minier à l'occasion du rapport, mais bien avant. Et vous m'avez dit, mais non, mais c'est une rencontre nationale, donc il faut comparer les choses. Alors, finalement, je n'ai pas comparé le bassin minier et la Rust Belt, Detroit, mais j'ai comparé, pardon, je vais toujours trop vite, le bassin minier et pleine commune. Saint-Denis, enfin toutes les communes. Voilà, donc le nord de Alors, Paris. vous avez à gauche donc, deux territoires industriels qui, en gros, il y a 40 ans, ont perdu d'un seul coup, comme on le rappelait ce matin, 20 000, 30 000, 40 000 emplois. D'un seul coup, c'est-à-dire avec un choc considérable. Et là, on rentre dans la problématique de la résilience. Pourquoi je prends ces deux territoires? C'est simplement parce que d'abord, j'y travaille, je me passionne pour ces deux territoires, et je me passionne pour les raisons qui ont été évoquées ce matin. Et quand j'ai mis d'une manière, avec un euphémisme, prendre toute la mesure de la fracture territoriale, je voulais dire que je suis quand même frappé dans les milieux que l'on fréquente, peut-être aussi au gouvernement actuel, comme on le rappelait ce matin. Il y a, je pense, il n'y a pas une juste prise de dimension de la fracture territoriale qui s'accroît de manière considérable. Et je vais essayer de m'appuyer sur ces deux territoires qui sont très contrastés. Alors évidemment, il y a des caractéristiques similaires. Je vais aller vite là-dessus parce que vous les connaissez.
mais bien sûr des défis très particuliers et différents. Mais je pense que, et je m'appesantirai plus là-dessus sur la suite, c'est qu'il y a des constantes. Et ces constantes, c'est une grande volonté politique pour sortir de la situation de cette fracture territoriale qui s'aggrave. Les deux territoires sont très contrastés, évidemment. Plaine Commune est un territoire sous pression. 450 000 habitants entre Roissy et Paris, et vraiment un nombre de défis considérables, et une transformation formidable, c'est-à-dire que la plus grande évolution en Île-de-France dans les 20 dernières années, et c'est intéressant de voir comment ce territoire sous pression rencontre des difficultés qui ne sont pas comparables, mais comment il a pris en main sa reconversion, peut-être avant le bassin minier, peut-être pas avant Valenciennes. Donc là, j'ai mis le bassin minier, 120 km de long, et cette métropole en jaune là-haut, ignorée, et qui ignore totalement le bassin minier. J'ai été directeur de Rallil pendant 12 ans. Jamais personne ne m'a dit de venir dans le bassin minier, et je n'étais pas venu dans le bassin minier avant que Daniel Percheron me dise « Le Louvre arrive, venez m'aider à faire Eurannonce ». Et vraiment, cette ignorance, elle est la même en région Île-de-France. Il n'est pas vrai que les élites franchissent le périphérique. C'est pas vrai. Peut-être un peu aujourd'hui vers le mur à pêche, à Montreuil ou à Pantin dans les grands. Quand ils vont à un match à Saint-Denis, c'est ça. Voilà. Alors, bon, évidemment, ces territoires en forte pression et ces territoires que j'ai dit en déprise, bon, sont dans des situations très différentes. À Plaine Commune, sur la gauche, vous voyez, ben, on a une croissance démographique considérable. Plus 100 000 habitants sont attendus dans les 15 années qui viennent. La ville d'Aubervilliers a vu sa population accroître de 33% dans les 7 à 8 dernières années. À l'inverse, à droite, le bassin minier, quand c'est rouge, on perd de la population. Quand c'est vert, on en gagne. Dans le bassin minier, l'arrondissement de Lens, ou la communauté d'agglomération Lens-Liévin, mais je crois que c'est à peu près la même chose à Valenciennes, sont au mieux à tonnes et en fait, très souvent, perdent de la population. Lens a perdu 4 000 habitants dans les dernières. Quand Plaine Commune en gagnait plusieurs dizaines de milliers. Alors, on retrouve les mêmes choses que connaît bien, qui sont les fondamentaux des critères d'éligibilité. Et je reviendrai tout à l'heure qu'il y a des choses... Bon. Mais donc, je ne suis pas sûr qu'ils soient perçus vraiment par la population. Quand on sait qu'à Plaine Commune, on dit bah, il se passe beaucoup de choses, il y a toutes les grandes entreprises viennent, les grands sièges sociaux arrivent. Oui, mais le revenu médian est moitié moindre pour une unité de consommation que celui de l'Île-de-France. Et beaucoup moins, évidemment, que celui de Paris ou des Hauts-de-Seine. C'est un tiers. Donc, c'est une différence à quelques kilomètres considérable dans tous les domaines. Dans le bassin minier, on a la même chose. Et vous voyez, à chaque fois, ce sont les zones blanches, par exemple, où les revenus médians sont les plus faibles. C'est entouré dans des régions, la région Île-de-France ou la région, même la région Hauts-de-France, qui n'a pas aussi haut niveau. Donc, on est dans des zones qui sont en décrochage, même si elles connaissent un formidable développement économique, et j'y viendrai tout à l'heure. Idem pour le taux de chômage. On crée des emplois, on crée énormément d'emplois à Plaine Commune, on crée des emplois dans le bassin minier, on crée des emplois dans l'arrondissement de Lens, on en crée à Valenciennes, mais le taux de chômage baisse peu ou ne baisse pas, 23% à Plaine Commune, la même chose dans le bassin minier, 22%. Alors vous voyez, alors, et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de distorsion entre les emplois qui arrivent et la qualification des personnes qui sont là, un décrochage à Plaine Commune, dans le bassin minier, le fait que les cadres n'y habitent pas, et que tous les emplois qui sont créés, les cadres, les hommes de maîtrise, habitent à Arras, habitent à Lille, habitent dans la campagne, mais désertent totalement les centres. Et ça, c'est terrible. Alors, j'accélère parce que je ne voudrais pas être trop long, parce que je pense que vous avez montré. Alors, si on prend le niveau de diplôme, on a vu ce matin que l'éducation, la formation sont la base. On se trouve avec des niveaux de diplôme. Vous voyez, Plaine Commune,
40% de personnes, de jeunes, qui n'ont aucun diplôme. Bon. La même chose dans la communauté de Lancévin, 40%. Donc un problème de décrochage de formation considérable. Et je pense que ces chiffres sont frappants, et surtout leur écart aux moyennes des territoires dans lesquels ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de problèmes considérable. Alors que faire? Ce matin, on nous a beaucoup exhorté, Valérie Létard, Jean-Louis Borloo, au dynamisme. Mais Valenciennes, de longue date, m'ont montré la voie. Et je remercie d'ailleurs Jean-Marcel Grandam et toute son équipe qui ont monté tout ce... Je les ai vus au démarrage du montage de ces réunions, qui sont vraiment, on vous en est qu'au début, mais une formidable réussite. Mais il faut penser et agir à grande échelle. Ça, c'est la leçon que j'ai vraiment retenue des expériences que je regarde. C'est la leçon, notamment de pleine commune. Il faut vraiment mettre... C'est d'abord une question politique. Ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question, on dirait une question de citoyenneté, mais c'est une question politique. Donc, mettre en place une gouvernance renforcée et établir un plan stratégique avec des priorités, ça, c'est le premier point indispensable. J'ai mis ici, pour ceux qui ne connaissent pas, la carte de la dispersion considérable des acteurs dans le bassin minier. 100 km, 1 200 000 habitants, 7 communautés d'agglo, il y en a une qui s'est regroupée. Donc vous voyez, des communautés d'agglomération trop nombreuses sûrement, des pôles métropolitains qui commencent à se former. Il y a 3 pôles métropolitains, notamment dans le bassin minier du Pas-de-Calais, le pôle métropolitain de l'Artois s'est formé avec 3 communautés d'agglomération, Lanciévin, Hénin-Beaumont-Carvin, Bru et Béthune. Mais ces communautés, ces pôles métropolitains ont peu de pouvoir, un très faible budget. Les communautés d'agglomération elles-mêmes, c'est moins vrai à Valenciennes, qui a une plus longue tradition de travail regroupé, de gouvernance politique forte, ont très peu de pouvoir confié à la communauté d'agglomération, dont une extrême dispersion. Des villes qui tient à l'histoire du territoire, de la géographie, parce que en dehors de quelques villes historiques, Valenciennes, Douai, Béthune, toutes les villes sont nées de la mine ou de l'industrie. Et en fait, elles ont vécu autour, elles sont regroupées autour de leur industrie. Et les mines se jalousaient les unes, la mine de Lens jalousait la mine de Liévin, etc. Bon, et toutes les villes s'étaient refermées sur elles-mêmes. Et donc, ce sont des villes de 20 000, 30 000, 10 000 habitants. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas la plupart du temps. Et ceci est catastrophique, car il n'y a pas de lisibilité. Et il en résulte quand même, pour la population, un manque de perspective qui est considérable. Et je pense que ce qu'avait fait le mieux, ici à Valenciennes, Jean-Louis Borloo, Valérie Létard après l'équipe de Jean-Louis, c'est de donner une perspective, justement, une perspective unique. Bon. Moi, je pense que Valenciennes Métropole pourrait utilement être regroupée avec la communauté des Portes du Hainaut, qui est juste à côté. Là encore, il y a trop de dispersion. Il y a le bassin minier du Pas-de-Calais, le bassin du minier du Nord, c'est deux choses. Il faut arrêter de penser bassin minier. Il y a deux communautés. Il devrait y avoir 2 grandes communautés urbaines, avec un pouvoir formidable, et un pôle métropolitain avec Lille. Car c'est à cette échelle qu'il faudrait penser. Alors, d'ailleurs, cette échelle, on la lit sur la carte. Si vous prenez les densités nord-européennes, on est, vous voyez, une continuité urbaine absolue entre le bassin minier, cette grande coulée d'urbanisation forte, et Lille et la Belgique. Pierre Mauroy l'avait vu, mais l'aire métropolitaine de Lille a été dissoute récemment. Vous voyez, donc non seulement on ne progresse pas, on recule. Notamment dans le rapport entre Lille et le bassin minier. Peut-être que les acteurs économiques, vous nous le direz tout à l'heure, eux, vont se travailler ensemble. Alors, juste un mot sur le Grand Paris, qui m'est cher. Sur le Grand Paris, Pleine Commune a réussi sa reconversion parce qu'il y a plus de 20 ans, Jacques Ralite, maire d'Aubervilliers, Patrick Braouzek, maire de Saint-Denis, ont lié leurs forces pour la reconversion de la Plaine. C'est une communauté de projets. C'est pour un projet qui se lie. Et ensuite, les communes autour se sont agrégées. Il y a aujourd'hui 9 communes, 450 000 habitants. Et c'est le plus ancien territoire, maintenant on appelle ça des territoires, de l'Île-de-France. La réforme de l'Île-de-France, je l'ai mise là parce que
Elle me fait mal, la réforme de l'Île-de-France. Elle est le symbole que les choses ne vont pas. La métropole du Grand Paris, qui est à droite avec ses 12 territoires, enfin 11 plus Paris, c'est les 2 tiers, certes, c'est l'ancien département de la Seine, voilà, un peu la première ceinture. Mais il y a que 60% de la population de la région. Et chaque jour, 1 100 000 francs suisses. Ce n'est pas une frontière, ce n'est qu'un jeu politicien. Et donc, et par ailleurs, la métropole, elle s'est établie en disant simplement qu'il n'y a pas de péréquation, si vous voulez, ou une péréquation extrêmement faible. Donc la réforme du Grand Paris qui est annoncée, ce n'est pas une affaire d'architecte. Roland Castro est nommé par Macron pour réfléchir. Mais ce n'est pas une question d'urbanité, c'est une question politique et une question d'équité. Alors, il faut des plans. Il se trouve que Plaine Commune a signé, a longuement travaillé à une politique de territoire, a signé un contrat de développement territorial avec l'État qui s'appelle Territoire de la culture et de la création, qui d'ailleurs montre déjà quel était le projet. Et ce n'est pas sans rapport avec certaines choses qui sont faites ici, tenir compte de l'histoire, et par ailleurs avec l'arrivée du Louvre, avec beaucoup de choses qui sont jouées. On m'avait demandé en 2016 de faire un rapport sur le bassin minier, pour le renouveau du bassin minier. J'ai vu vraiment tous les maires, tous les présidents de communautés d'agglomération, les acteurs, les bailleurs, et vraiment nous avons avec eux essayé de définir des priorités, de définir un programme. Et ce programme, il a été signé, ça s'appelle l'ERBM, Engagement pour le renouveau, par Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand et les présidents d'Agglo. Mais bon, depuis, une délégation ministérielle a été faite. J'espère qu'il sorte quelque chose, mais il ne s'est rien passé, en gros. Comme le CDT de Plaine Commune, l'État ne tient pas sa parole, si vous voulez. L'État, Plaine Commune s'est engagé à construire 4200 logements par an. Donc vous voyez, 4200 logements par an. Les autres territoires riches d'Île-de-France, on leur demande 2500, et avec moins de logements sociaux. Donc l'écart s'accroît encore. Les maires ne peuvent pas construire des écoles. Ils n'ont pas d'argent, comme ici, dans le bassin minier, les gens n'ont pas d'argent pour faire un aménagement. Les charges foncières sont 200 €. Alors j'avance rapidement, parce que je vois que vous souhaitez que je m'interrompe. Je passe la parole à mieux vous relancer après. Non, je vais... Si vous voulez, il me semble que d'abord, il ne faut pas jeter le vieux monde derrière soi. Il faut le concevoir autrement, notamment tout ce qui concerne les investissements, la politique de l'habitat, la politique d'aménagement, les politiques de mobilité, sont des politiques qui doivent être rajeunies, certes, pensées de manière transversale, mais exister. Et puis, il faut évidemment élargir considérablement le champ, comme ça a été rappelé ce matin, et toujours agir en mode projet. C'est, si vous voulez, en quelques mots, sur l'habitat du bassin minier. C'est une discussion qu'on a eue souvent avec Nicolas Grivel. Il y a 70 000 maisons minières. Ces maisons minières, ce sont des passoires énergétiques pour au moins la moitié, voire les 2 tiers d'entre elles. Et ce sont des maisons qui ne sont pas, dont la structure n'est pas une habitabilité contemporaine. Donc ces maisons, il faut les rénover. La population, les ayants droit sont partis, il n'y a plus qu'une dizaine de pourcents d'ayants droit, ou 15%, et ce sont les plus pauvres qui viennent habiter là. Donc un problème considérable, des notes de facture d'énergie, alors que jadis le mineur avait le charbon gratuit très fort, et une désespérance qui naît dans toutes ces cités minières. Alors comment faire? Il y a 543 cités minières. Donc nous avions dans le rapport essayé de dire, essayons de doubler le rythme de rénovation des cités minières en aidant le bailleur et en aidant les villes à faire, je vais peut-être passer de la maison à la cité et de la cité à la ville. Et donc ce point-là, c'est un débat que nous avons eu, car l'ANRU a dit, mais ça ne rentre pas en gros dans mes critères. Il y a très peu de cités minières au sens propre qui sont... Il y en a une très grande à Lens, le 12-14, où on a une expérience en cours avec l'ANRU qui, j'espère, sera une expérience très favorable. Mais la plupart de ces cités passent au travers des grilles d'éligibilité. Bon, je passe sur Plaine Commune, qui, lui, au contraire, et par chance, a aujourd'hui 12 zones d'études en rue 2, et qui montre la difficulté du secteur. Donc là, on a plutôt un risque de dualité, c'est-à-dire notamment dans les villes du Sud, avec la proximité de Paris, une très forte construction, donc beaucoup de besoins d'équipement, et la volonté des élus, j'étais avec eux hier soir, justement de ne pas avoir cette dualité, que les habitants ne se soient pas chassés de
de leur zone. Alors, là, c'était un peu pour vous, Nicolas, mais vous allez me dire, parce que je crois qu'il y a eu le comité d'engagement sur Valenciennes, je ne sais pas si vous le signez tout à l'heure. Bon, on disait agir plus souple. Ce matin, on a dit agir plus souple, plus souplement, être plus agile. Ce dont on se rend compte, puisque nous travaillons un peu sur les idées, c'est que si on prend Chasse Royale, qui est plutôt un grand ensemble, il y a un très bon travail avec l'ANRU. Ça rentre bien dans les critères de l'ANRU. Quand on prend, au contraire, Faubourg de Béthune, Bleusborn, il y a beaucoup de secteurs de ce type, où il y a à la fois beaucoup de propriétaires privés, de l'habitat dégradé, d'habitat indigne, des petites parcelles, au contraire. C'est beaucoup plus difficile, et je sais que peut-être ces deux dossiers ont dû vous être soumis, je ne sais pas quel sort leur sera réservé, mais c'est vrai que globalement, en s'agissant des cités minières, ce ne doit pas forcément être un effort de l'ANRU, mais en tous les cas, il y a un effort de l'État considérable à produire. Le transport, c'est une base, parce qu'un des points on a un peu parlé ce matin, mais l'absence de mobilité est un des pires freins. Des pires marqueurs. Et bon, là, on a mis la mobilité à grande échelle. C'est sûr que le Grand Paris apportera beaucoup, mais franchement, je sais que Xavier Bertrand y pense, le projet de RER entre Lille, le bassin minier est essentiel. Il y a 20 km, et si on veut penser en grand, il faudra le faire. Se fonder sur la culture, c'était le cas avec le Louvre, ça va être renforcé avec l'arrivée du centre de conservation du Louvre. Le Louvre est parfois décrié, mais il a 450 000 visiteurs par an. Par contre, il y a peu de retombées touristiques. Mais ces retombées touristiques vont venir petit à petit, dans la mesure où on saura justement avoir des programmes complémentaires, des programmes culturels, notamment sur tous les grands sites miniers. Ici, il y a à la fois le site du 99 bis à Wany, qui est un très, très beau site, et Wallersarenberg, qui est vraiment un site très réussi. Et moi, je prêchais dans le rapport pour que dans ces sites, à la fois, on les mette en valeur sur le plan de la mémoire et pour la fierté de la population, pour que la population puisse y vivre, pour des raisons touristiques, mais aussi comme des lieux économiques. À Wallersarenberg, il y a le numérique culturel, il y a l'université. Au 99 bis, il y a la logistique, l'Eura Logistique à côté. Au 11-19, à Los Angeles, avec Xavier Bertrand, on réfléchit à faire un centre des écomatériaux pour la révolution industrielle. Donc la culture, c'était la même chose à Plaine Commune. Vous voyez ici, Plaine Commune, tous les éléments culturels, les universités, les théâtres, les scènes nationales et les lieux culturels privés et associatifs qui... voilà. Alors, l'éducation, c'est très important. Ça, dans le rapport, on insistait beaucoup là-dessus, surtout ce qui concerne notamment l'apprentissage et l'alternance. Et une des retombées importantes de Rallance a été que les proviseurs de lycées professionnels, les 12 proviseurs de lycées professionnels de Hénin-Beaumont à Béthune se sont liés et ont ensemble fait un document qui montre toute leur formation, se réunissent avec les clubs d'entreprise et créent des liens pour que l'alternance... Il y a aussi beaucoup d'associations comme Pop School qui, à Valenciennes, forment les gens, quel que soit leur niveau, à l'informatique, au numérique. Je ne parle pas de Condorcet, qui évidemment est un élément majeur pour le... L'autre élément important, c'est le traitement des centres, qui évidemment est tout à fait fondamental. On l'a dit, ils sont dégradés, et des pôles d'excellence. J'en ai cité quelques-uns. Je vais aller plus vite. Voilà les images que vous connaissez. Il y a la serre numérique qui est juste à côté, l'Eura Logistique. Un point, et je voudrais finir sur ces images, très très important, qui vraiment a réussi formidablement dans l'ouest du Bassin, c'est tout ce qui concerne la trame verte et bleue et ce qu'on a appelé la chaîne des parcs. Michel Desvignes, qui avait été désigné pour aménager les espaces autour du Louvre, avait eu cette image que tous les yeux ont repris. Vous étiez l'archipel noir, vous devenez l'archipel vert. Car ce qui a laissé les mines, il y a 2200 hectares, rien que dans la partie pas-de-calaisienne, qui sont en cours d'aménagement, avec 7 parcs. Et vraiment, pour nous, c'est un élément essentiel, à la fois pour les habitants, pour les touristes et pour
Voilà. Et puis, il y a le sport, évidemment les Jeux Olympiques, mais aussi le sport comme moyen d'être en santé modestement aussi, de faire que les jeunes adhèrent, et aussi pour développer un cluster, par exemple à Liévin, autour du stade, où il y a un cluster sur la santé et le bien-être qui veut se développer avec l'université, et tout ceci nous apparaît très important. Voilà, je passe. Bon, il y a la politique des centres qui est essentielle. J'espère que Cœur de Ville répondra aux nécessités dans ce domaine. Et puis enfin, je développais beaucoup dans le rapport. C'est le contraire. L'idée à laquelle je crois à fond, c'est qu'il faut agir par grappes de projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas agir en silo, il faut agir très souvent dans un espace de quelques kilomètres, notamment dans le bassin minier, se retrouve à la fois là une centralité un peu dégradée qui est coupée de la cité minière, mais qui est toute proche d'un élément de la chaîne des parcs. Et tout ceci doit être mis en relation, à la fois les cités minières, ici en bleu, les centralités en orange, la chaîne des parcs en vert, les grands équipements, et avec une volonté de prioriser beaucoup plus que c'est le cas aujourd'hui. Et ça a été toute la politique de pleine commune depuis longue date. Si les Jeux Olympiques arrivent là, c'est parce que depuis longue date, vous voyez ici, c'est la carte du CDT, il y a l'idée qu'à Pleyel, on va vers la Seine, on s'ouvre vers la Seine, et on redéveloppe tout ce territoire de manière... Enfin, un dernier mot, les acteurs. Sur Euralance, vraiment une chose qui m'a même étonné, nous avions lancé à la fois un cercle de qualité et une labellisation, comme dans les Hampshire Park, jadis dans la Ruhr. Mais nous avions lancé cette labellisation sans argent. Mais pour réunir des acteurs, et vraiment en prenant ça très sérieusement, c'est en examinant les dossiers, en faisant des cercles d'experts, en faisant venir, en écoutant. Et il y a aujourd'hui 52 projets labellisés dans tous les domaines. Ça peut aller d'un garage solidaire à un grand projet d'aménagement. Et ces acteurs se rencontrent, et vraiment, je pense que c'est très important d'agir ainsi en faisant monter les initiatives. Donc voilà, en conclusion, j'avais mis ce à quoi je crois. Franchement, il faut se regrouper localement si on veut demander de l'aide à l'État. Il faut se prendre en charge d'abord soi-même, mais la solidarité nationale est indispensable. Et vous voyez, je terminais par cette phrase, c'est que pour moi, il y a vraiment une urgence absolue, comme le disait Jean-Louis Panlot. Merci beaucoup Jean-Louis Subilo. Alors, très intéressant ces comparaisons avec David Chayol entre l'approche américaine et française. Et même si vous n'employez pas les mêmes mots, Jean-Louis Subilo et David Chayol, quand l'un parle d'approche holistique, l'autre dit éviter les silos, il s'agit bien de la même chose. Et puis de prendre conscience des échelles. Comprendre effectivement qu'au-delà du quartier, il y a une approche plus vaste du territoire, et vous l'avez montré l'un et l'autre. Alors après, quand on est dans l'opérationnel comme Nicolas Grivel, dans la relation aux responsables de ces opérations de reconversion, puisque de la crise à la reconversion, c'est le thème de notre débat, au-delà de problématiques qui sont générales, qui sont partagées, ce que nous a très bien montré Jean-Louis Subilo dans la comparaison entre pleine commune et le bassin minier, c'est que chaque territoire est unique. Et donc, chaque fois, il faut faire du sur-mesure. C'est possible pour l'agence de comprendre et d'intervenir avec des règles générales et en même temps de faire ces adaptations à des territoires qui ont des spécificités, comme on vient de le voir sur l'habitat du bassin minier. Oui, merci beaucoup et merci pour les deux premières présentations que moi j'ai trouvées très stimulantes et intéressantes dans cette confrontation de territoires à la fois avec des points communs et des différences. À votre réponse sur est-ce que c'est possible, je répondrai oui. Et comment c'est possible? Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et c'est vrai que c'est toujours difficile. On peut avoir cette image un peu d'agence nationale avec des règles fixes, descendantes, etc. Je pense qu'on a une chance, et les partenaires qui avec nous examinent les projets dans leur diversité le perçoivent, mais c'est moins perçu de l'extérieur par définition. On a une chance, c'est d'avoir des projets de nature très différente sur des territoires très différents, et que de fait, ce ne sont pas nos projets, ce sont les projets qu'on accompagne, et ce sont les projets qui sont portés par les acteurs locaux, et donc eux-mêmes le font avec leurs attendus. Après,
dans les éléments qu'on peut entendre ici ou là. On a entendu Valérie Létard ce matin, on a entendu Jean-Louis Boulot à l'instant. La question qui nous est posée, c'est la première question, c'est quels sont les territoires qu'on va accompagner. Et malheureusement, on n'a pas la capacité d'accompagner tous les territoires qui ont des besoins. Et là, il y a les 450 quartiers. Là. On a déjà 450 quartiers et c'est beaucoup. Et il y en a beaucoup dans le bassin minier, même si il n'y a pas que des cités minières dans ceux qui sont accompagnés. Mais il y en a eu beaucoup dans le premier programme, il y en a dans le deuxième. Et une fois qu'on a ces quartiers sur lesquels on doit intervenir, comment on s'adapte à la diversité des situations. Les photos qui étaient montrées de territoires du Valenciennois montrent bien que même sur une même agglomération qui a des problématiques communes, en fait, on a déjà de l'habitat très différent et des formes d'habitat très différentes sur lesquelles intervenir. Et donc, il faut être capable d'intervenir sur des grands ensembles, être capable d'intervenir sur des faubourgs d'habitat qui n'est pas de l'habitat ancien au sens de centre-ville ancien sur lesquels on intervient aussi sur un certain nombre de territoires, mais notre diversité implique de traiter tout ça, et il se trouve qu'avec quelques acteurs d'outre-mer aujourd'hui, on a aussi une capacité d'intervenir en outre-mer sur d'autres formes de problématiques d'habitat très informel qu'on peut trouver aussi. Donc on a cette capacité d'accompagnement. Sur de la crise à la reconversion, on voit l'image là qui nous est proposée sur la Rust Belt, où on voit un ancien abattoir et aujourd'hui on fait de la permaculture. On entend Jean-Louis Subilo qui nous dit mais Braouzek en pleine commune, c'est de la création de richesses, mais ce n'est pas de l'emploi local en même temps, et les cadres ne sont pas là. Comment on fait justement pour, au-delà de la restructuration de ces territoires, de ces quartiers, penser, aider et promouvoir la reconversion ? Ce que je trouve intéressant quand on se place dans une perspective assez longue en temporalité, c'est que beaucoup de ces territoires et beaucoup des quartiers dont on s'occupe aujourd'hui sont nés non pas de la crise, on les traite dans une situation parfois et souvent de crise, mais sont nés plutôt d'un essor, une période de développement économique, de quelque chose de positif sur lequel il a fallu à un moment donné avoir les moyens d'accompagner, les moyens de loger des populations qui ont accompagné cette révolution industrielle, qui ont accompagné les 30 Glorieuses, qui ont accompagné un certain succès de territoires et sur lesquels on a parfois dans l'urgence, parfois avec des contraintes, pourvu à ces problèmes de logement avec quelque chose qui était évidemment pas conçu comme on va vers la crise, et que lorsque un certain nombre de difficultés sont intervenues, lorsque le revers de la désindustrialisation est arrivé sur les territoires, soit très industrialisés, soit sur des territoires qui l'étaient moins, mais sur lesquels les quartiers dont on s'occupe étaient le réceptacle, entre guillemets, de population qui étaient là et qui ont subi la désindustrialisation de plein de fouet. Les salariés arrivaient, il fallait les loger. Il fallait les loger, et on les a logés dans des conditions dont il faut se souvenir qu'à l'époque, sur un certain nombre de quartiers, c'était un progrès très important en termes de qualité de logement. C'était beaucoup de quartiers dont on s'occupe aujourd'hui, qui sont des quartiers perçus comme repoussoirs sur une agglomération, étaient des quartiers hyper attractifs. Et le côté territoire phénix, il nous ramène beaucoup à cet aspect-là. C'est comment, d'une pente descendante de territoires qui étaient très attractifs, ça m'arrive très très souvent en visitant des quartiers, d'avoir des élus qui sont l'expression d'une forme de réussite locale, de notabilité locale, etc., qui m'expliquent qu'ils ont grandi dans ce quartier, que leurs parents habitaient là, qu'ils ont accédé à la propriété là. Ils avaient succédé à la zone banlieue parisienne. Exactement, et que c'était parfois on a construit des UP qui étaient le symbole de la modernité à l'échelle de certaines agglomérations. Et c'est de l'évolution dans le temps, et que la crise concentrée sur certaines catégories de population et qui elle-même concentrée dans certains quartiers, qui a accompagné cette évolution. Et donc le défi qui nous est posé, c'est comment, après 30, 40, 50 ans de pente descendante sur un certain nombre de ces quartiers, on arrive à réinventer un destin positif sur les quartiers sur lesquels il se passe beaucoup de choses positives, mais sur lesquels il faut globalement inventer autre chose et retirer vers le haut des quartiers qui ont, pour de bonnes et mauvaises raisons, connu ce destin-là. Tout ce qui a été raconté par les deux premiers intervenants renvoie à une problématique de développement local, de comment on se prend les richesses du territoire. Endogène, on va dire. Endogène. Il y a évidemment l'exogène dans qu'est-ce qu'on peut avoir comme soutien, comment on peut, voilà. Mais comment, d'un point de vue politique, on a un territoire pertinent, on a une gouvernance
à l'échelle de ce territoire. Et effectivement, ce n'est pas aussi simple partout. Et Nicolas Grivel, on voit l'importance du leadership politique. Oui. Quand on est ici avec les élus qu'on a entendus ce matin, là, qui se sont succédés, quand Jean-Louis Subilo évoque Pleine Commune, Jack Ralit, Patrick Braouzek, et puis d'autres territoires, il n'y a pas eu ce leadership politique. Or, ce sont vos interlocuteurs, il faut trouver, il faut suggérer, il faut promouvoir ce leadership. Bien sûr, il est important, il est parfois plus complexe à certains endroits que d'autres pour ces questions d'histoire, de gouvernance, de dynamique. On parle beaucoup des agglomérations, des métropoles, des intercommunalités. Il y a des territoires où il y a cette histoire, il y a des territoires où cette histoire est beaucoup plus récente, beaucoup plus difficile. Je ne reviendrai pas sur l'Île-de-France, mais sur d'autres territoires, on le voit aussi. Donc on n'a pas cette même dynamique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la chance qu'on a aussi, je le disais, c'est de voir tous les projets, de voir tous les élus, et de voir qu'il y a cette réversibilité et cette capacité sur des projets sur lesquels, il y a 10-15 ans, on pensait qu'on aurait du mal à s'en sortir. Et ben, avec le recul, on voit qu'il y a des choses très positives qui ont été réussies. Et même sur des agglomérations avec un recul plus faible de 2-3 ans, d'agglomérations récentes, où on entendait des discours un peu pessimistes ou un peu difficiles sur la capacité à faire, on sent qu'il y a des progrès très forts dans l'appropriation des sujets et le fait qu'on s'empare d'une stratégie habitat à l'échelle d'une intercommunalité. Cette politique d'agglomération, pour vous, qui avez donc des partenariats avec tous ces territoires, c'est aujourd'hui la bonne échelle pour intervenir? C'est évidemment la bonne échelle, pas pour dire que les villes et les maires ne servent à rien. Au contraire, ils sont les chevilles ouvrières essentielles des projets. Les projets ne peuvent fonctionner qu'avec eux. Mais on l'a bien vu sur les endroits qui ont fonctionné en agglomération dès le premier programme. C'est Valenciennes en est un exemple, mais il y en a quelques autres, pas mal d'autres. Mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas dans cette dynamique-là. Et on voit bien que penser les projets à l'échelle d'un quartier, c'est hyper utile, hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire dans le quartier? Qu'est-ce qu'on va démolir? Qu'est-ce qu'on va reconstruire? On voyait le film ce matin sur ce qu'on peut faire de très positif en termes de cadre de vie sur un quartier. En revanche, si vous n'inscrivez pas ça dans une dynamique vraiment beaucoup plus large, vous ratez une partie des sujets. Vous ratez la thématique du désenclavement, des transports, de la mobilité, et ça a été évoqué à l'instant, c'est une thématique essentielle, et c'est évidemment pas à l'échelle du quartier qu'on va construire les transports nécessaires à la mobilité de ces populations. Organiser les flux. Organiser les flux, vous ratez la thématique de la stratégie habitat, de quels sont les besoins en termes d'habitat, de logement d'une agglomération à l'échelle ou du 15 ans. Si vous réfléchissez qu'à l'échelle du quartier, vous allez vous dire, c'est bien, qu'est-ce que je veux faire là? Mais si vous n'avez pas compris le phénomène de ce qui se passe autour et pourquoi ces quartiers ont connu ces difficultés, ces concentrations de population précaires, vous ratez les 2/3 du sujet. Et d'où la question, si je prends l'exemple du bassin minier, la stratégie et le lien emploi-logement est une question essentielle. Et si vous n'incluez pas la dynamique et la relation à la métropole lilloise dans le questionnement de comment je prends en compte la question de l'habitat du bassin minier, vous ratez le sujet. Et puis vous ratez le sujet du développement économique, de l'attractivité, on va probablement y venir, sur à quel endroit on implante les activités économiques, quel type d'activité économique et comment on fait le lien entre les populations du territoire et ces activités économiques. Et ça, c'est pas non plus à l'échelle du quartier. Et quand on pense de la politique de l'emploi en direction des quartiers, si votre raisonnement c'est comment je crée de l'emploi dans le quartier, pour les gens du quartier, par les gens du quartier, vous cochez une case utile, mais vous cochez 5 ou 10% du sujet. Et donc ça, c'est par là que passe aussi cette reconversion qui doit se faire, ce retour dans le droit commun. On va continuer le tour de table avec Bruno Fontaine, mais on va mettre un peu de lumière dans la salle parce qu'on va ouvrir le débat avec vous aussi, en fonction donc des échelles qui sont les vôtres, dont vous êtes aujourd'hui en responsabilité ou sur lesquelles vous agissez. Mais d'abord, une première réaction à ce qui nous a été présenté avec Bruno Fontaine, qui est aujourd'hui notre grand témoin, président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut. Oui, je vais parler un peu des challenges suite à ce qui a été exposé. Il y a eu beaucoup de choses exposées. Je ne vais pas revenir sur les aspects, comme vous dites, holistiques, multifactoriels de tous nos problèmes là. Ce qui me préoccupe le plus sur un territoire comme le nôtre, on a su créer des emplois après la crise qu'on vous a sûrement décrite ce matin, après le marasme de la fermeture de la sidérurgie de Denain. On a su créer des emplois. Aujourd'hui, on en est au stade où il y a des emplois à pourvoir et on n'arrive pas à les pourvoir. Je crois que c'est vraiment l'équation la plus compliquée que l'on a à régler. Et quand on regarde cette équation, plus on rentre dans le sujet, plus la formation, bien sûr, c'est important. Mais c'est pas que ça,
C'est pas Ça que la suffit formation. pas, la Ça ne formation ne suffit suffit pas. pas. Quoi. On est quand même complètement dans des problèmes comportementaux. Aujourd'hui, il y a énormément d'emplois à pourvoir sur notre territoire et on ne trouve pas. Que ça soit dans les grandes usines automobiles, Peugeot, Toyota, voire MCA maintenant avec sa voiture électrique qui va se développer sur Maubeuge, on n'arrive pas à les pourvoir. On a fait un salon sur la logistique, Log and Play, ça s'appelait, où il y avait 500 emplois à pourvoir. Je vous donne l'expérience d'un grand logisticien du coin. Il a embauché, les gens avaient leur diplôme, 10 chauffeurs. Il y a déjà 3 qui ne se sont pas représentés. Et à la fin de la première semaine, il n'en restait plus que 2. Et à la fin d'un mois, alors qu'ils avaient le diplôme de chauffeur, il y en avait 0. Ouais, et on est devant un problème comportemental. De l'employabilité. Hein. Eh ben, ils sont employables, là. Ils ont le diplôme. Mais là, on est dans le problème comportemental. Vous allez chez Toyota, aujourd'hui, ils ne cherchent pas des gens avec des diplômes. Ils cherchent simplement des gens qui ont envie de se former, de travailler dans l'entreprise. On n'est pas, la formation, c'est vrai pour certains métiers. Mais on voit bien que on discute avec l'éducation nationale aujourd'hui, les filières où il y a de l'emploi au bout, on n'arrive pas à les remplir. On n'arrive pas à les remplir. Have you the same problem in the US? Yeah. So is there the same problem here of sort of attitude or relationship to work in the United States? So, you know, I mean, I think in some ways this is a problem everywhere. But the main thing that I think about as a sociologist is how do we, rather than how do we sort of approach this as a particular kind of frustration, how do we as employers, how do we as community organizers, how do we construct jobs that are the right fit for everyone, right? And so one of the ideas for me is, as I think about this notion of holistic development and thinking about how can one construct something based in, you know, in heritage, in a sense, how do we connect to those guys who didn't want to take those jobs, right? For whom that job wasn't a good fit for whatever reason. And one of the big pieces that we see, particularly among those that are most disadvantaged, is that they've been sort of displaced from the system, right? In a sense, they've been told that the way that they fit is one that that is inappropriate, right? So again, I think as we conceptualize this sort of redevelopment strategy, as we deal with this particular kind of problem, it's how can we change our institutions so that we provide opportunities where those opportunities haven't been, or a different kind of opportunity that better matches who's here now. Bruno Fontaine, alors quand on en revient justement à ce territoire de Valenciennes, comment ça se traduit, comment on fait cette mutation on essaye de se remettre en cause sur des métiers traditionnels. Mais je voulais venir sur les filières qu'on n'arrive pas à remplir de formation. Vous avez un exemple que tout le monde connaît ici, c'est celui de cuisinier. On n'arrivait pas à remplir les filières ou pâtissiers. Depuis qu'il y a les émissions de télé, les filières débordent et on n'arrive pas on peut pas prendre tout le monde. Donc il faut donner envie, comme ça. Il faut donner envie, faire des émissions de télé sur les emplois industriels. Et sur les emplois industriels, on réfléchit que hier à la Chambre de commerce en ce début de semaine, on avait une présentation d'une start-up qui est en train d'inventer le plombier 4.0. C'est-à-dire avec de la réalité augmentée, on donne envie à ce que les gens deviennent plombiers. Parce qu'on leur met des lunettes, ils sont devant une chaudière, ils savent comment l'aborder et comment faire la maintenance. Et là, on rend ludique le métier du plombier, quoi. Je pense qu'il y a des solutions, je suis d'accord, mais il y a aussi à toucher les comportements, quoi. Là, il faut donner envie, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faudra pousser des deux côtés, il faudra tirer et pousser en même temps, quoi. Ce matin aussi, on disait justement la politique de la ville, c'est reconstruire, mais c'est aussi reconstruire de la citoyenneté. Comment l'ANRU aussi peut aider à cette construction ou reconstruction, Nicolas Grivel? Alors, je parlerai de l'ANRU au sens large du terme. Oui, des actions que vous pouvez soutenir. Voilà, exactement, puisqu'on est évidemment, et c'est le rôle des acteurs locaux qui mènent les projets ANRU. Ce qui est certain, c'est que de manière générale, sur la politique de la ville, il y a une volonté et une nécessité d'avoir cette participation citoyenne et cette association des habitants, la co-construction des habitants.
de manière spécifique dans des quartiers de la politique de la ville. Vous avez un projet en rue, vous avez de la matière, vous avez entre guillemets un terrain de jeu très propice à ça. C'est-à-dire que typiquement, si vous faites un projet sans en parler à aucun habitant et que vous le conduisez, sachant que ça prend 7, 8, 10 ans de transformation complète du quartier, vous avez à peu près la certitude de passer à côté du sujet. Une fois qu'on a fait ce constat assez simpliste, c'est pas si facile que ça, l'association des habitants. La loi a créé un certain nombre d'outils, les conseils citoyens avec l'idée de toucher des habitants et des participants qui ne sont pas ceux qui viennent spontanément toujours dans ces exercices. Les exercices qui sont plus traditionnels de conduite, de la concertation, de la formation, de la participation des habitants dans les villes. Le sujet complexe, c'est la gestion du temps sur ces projets. La façon d'associer les habitants le plus en amont possible pour être dans une vraie co-construction, c'est-à-dire de faire naître le projet avec eux et pas seulement les réunir pour leur dire voilà le projet que j'ai défini pour votre quartier. Donc là aussi, ça peut être très consensuel. Et en même temps, associer les habitants très tôt dans un projet dont on connaît la lourdeur et la longueur de ces projets, c'est prendre le risque qu'on connaît dans la phase qui est la nôtre aujourd'hui, prendre le risque de lasser, perdre des habitants dans le processus qui ont le sentiment d'avoir été associés très tôt peut-être, mais d'avoir surtout été associés à quelque chose qui ne se voit pas encore dans sa... Et que cette consultation n'a été qu'un prétexte. Oui. Et parfois, ça peut être ce sentiment qui se nourrit. Donc il faut entretenir la flamme de la participation. Pour entretenir la flamme, ça renvoie aussi à la capacité qu'on doit avoir, on s'est efforcé d'avoir, qu'on renforce, d'anticiper un certain nombre de réalisations, même symboliques, même limitées, même plus que symboliques, importantes, sur un équipement public, une réalisation qui va montrer que ça commence à changer, même si l'intégralité du projet n'est pas encore en réalisation, en transformation. On a besoin de signaux. Et effectivement, le travail de David Chayol le montre très bien, à partir justement de la culture, des fresques urbaines. Il y a un travail important qui est, ça fait partie de la démarche un peu de développement local endogène avec les habitants que j'évoquais, hein, mais il y a un travail qu'on soutient également très fréquemment, qui est un travail autour de la mémoire des quartiers. Hein, c'était dit ce matin, et Olivier Klein le disait à travers l'exemple du film, le côté émouvant, le côté bouleversant que ça peut avoir, la transformation d'un quartier dans lequel on a vécu, dans lequel on a grandi, etc. Et donc tout le travail autour de la mémoire des quartiers, de la vie des habitants dans ce quartier et sa transformation est essentiel. Là aussi, il ne faut pas prendre ce sujet à la légère, et c'est pas seulement pour se faire plaisir et donner à voir là-dessus. Et puis dernier élément, et ça va aussi dans le sens des présentations qui étaient faites, je pense qu'il y a pour l'évolution et pour la dimension phénix de ces quartiers sur lesquels on cherche à redonner de l'attractivité, à changer l'image, il y a aussi un aspect qu'on peut pompeusement qualifier de marketing territorial, mais qui est aussi de donner de l'image et donner à voir de quelque chose qui change. Jean-Louis Sibubilot disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de catégories de population parisienne qui ne franchissent pas forcément le périphérique, mais dans toutes les agglomérations, moi j'ai la chance de visiter toutes les villes de France sous l'angle des quartiers en difficulté, toutes les villes de France. Je rencontre beaucoup de gens dans ces villes ou des amis que je connais qui sont originaires de ces villes, qui ne sont jamais allés dans ces quartiers, ou en tout cas n'y sont jamais retournés depuis 15 ou 20 ans, et n'ont pas la perception que ces quartiers également ont changé. Et donc il faut aussi donner à voir, donner des prétextes, donner des occasions, d'où créer de la porosité entre un quartier et le reste de la ville. D'où l'importance aussi d'équipements publics qui va attirer aussi, qui va faire de la mixité, qui va faire d'événements, mais aussi de l'activité économique, parce que donner de l'activité économique, là aussi, pas seulement pour les gens du quartier, mais pour les gens qui viennent travailler dans le quartier, ça peut aussi avoir cette vertu. Alors, ce débat aussi, le vôtre, on ne va pas monopoliser la parole de ce côté de la salle, et c'est le moment pour vous aussi de réagir, de témoigner, de questionner nos intervenants, de faire des propositions. Qui souhaitent intervenir, vous faites signe. Voilà, une première main qui se lève, c'est à vous madame, vous présentez s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Muriel Angelrand et je dirige le Centre régional de la photographie des Hauts-de-France à Douchy-les-Mines, qui a rendu possible aujourd'hui la présence de David Scaliol. En effet, on évoquait l'importance du tissu associatif dans la réflexion sur ce renouvellement urbain, et la culture, évidemment, au travers de ces associations, en fait partie. Et je voulais effectivement souligner l'importance
l'importance du travail d'artistes comme David Scaliol, sur cette réflexion sur la résilience de nos territoires, sur la reconstitution du lien social. Je voulais rappeler effectivement que des initiatives comme la vôtre, le CRP, pour ceux qui ne le connaissent pas, est en plein cœur du bassin minier, dans une commune proche de Denain, qui est au cœur de toutes les problématiques que vous avez soulevées depuis ce matin. Et des structures comme la nôtre œuvrent aussi, à travers l'invitation à des artistes comme David Scaliol, à déplacer aussi le regard que l'on peut porter sur ces territoires et qui souffrent aussi beaucoup d'une certaine désespérance que vous rappeliez. Et donc vraiment l'importance aussi de penser dans l'ANRU 2 un volet culturel qui va au-delà du 1%, de commandes publiques. Voilà, je vous remercie. Merci à la fois du témoignage, mais aussi donc du message à Nicolas Grivel, le directeur général de l'ANRU. Cet aspect aussi, donc, importance de l'identité, de la fierté culturelle du territoire. Bien sûr, ça va avec ce que je disais sur effectivement la mémoire des quartiers, et puis la transformation des quartiers, l'image des quartiers qui évolue. Moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que les élus et les porteurs de projets ont tout intérêt à inclure très fortement cette dynamique, et on peut être amené à la soutenir. Et je crois beaucoup à la dimension image, avec à la fois l'aspect conservation d'une forme de patrimoine historique de la mémoire, ces quartiers, la mémoire, mais aussi sur la dynamique et le avant-après. Est souvent très illustratif de l'intérêt et de la force de ces projets, là où souvent, même les gens qui ont connu oublient assez vite l'avant, et que cette dimension mémoire, elle est aussi intéressante pour ça, pour voir d'où on vient et pour là où on est allé. Jean-Louis Sibilo. Non, juste dans la ligne de ce qui vient d'être dit, il y a beaucoup d'initiatives sur ce territoire qui se multiplient en ce moment et qui sont vraiment formidables, qui, je pense, sont de nature justement à associer la population de manière plus intelligente. Et c'est beaucoup au travers d'actions artistiques. Artistiques parfois au sens large. Ça peut être aussi des fêtes. Créatives aussi. Culture commune. Il faut changer les comportements. Culture commune, comme nous le la dit scène le président de la nationale CCI. qui est au 11-19, avec le bailleur SIA, a monté toute une résidence d'artistes dans la cité des provinces, et pour agir avec les habitants, pour travailler avec les habitants sur la longue durée. On a tout un projet, puisque les jardins dans les cités minières ont une très grande importance, sur qu'on appelait art et jardin en sol mineur, pour que les personnes retrouvent la fierté et l'initiative de faire leur jardin. Même dans le 12-14, il y a une expérience d'agriculture urbaine, vraiment ouverte, qui est aussi de l'insertion dans l'emploi, dans une maison qui est la maison du projet, pour la rénovation du 12-14. Et je pense que ça, ce sont des initiatives formidables. Mais il faut aussi que les élus acceptent de mettre en jeu le projet au travers la concertation et soient ouverts. Les bailleurs, c'est plus difficile. L'ANRU aussi accepte, dans ce cas-là, que le projet se modifie. Ça a été dit ce matin, je crois que c'est d'ailleurs... C'est Olivier Klein qui en parlait, justement. Oui. Que finalement, le projet puisse se modifier. Ça, je pense que c'est très difficile, la concertation. On ne peut pas tout mettre à la concertation. Il y a des choses, on ne peut pas tout mettre. Tout n'est pas... Disons que l'élu doit dire ce qui est modifiable ou pas modifiable. Mais il faut qu'il y ait une marge de... Et puis, le territoire, c'est un organisme vivant. Importante d'évolution du projet et d'expression des habitants. Et je pense que les résidences d'artistes dans les quartiers en difficulté sont très importants. J'ai vu ça en Allemagne. Je crois que c'est formidable, d'abord parce qu'ils comprennent les habitants, ils peuvent parler déjà avec les habitants, et aussi avec les jeunes, parce que ça dans les écoles, très franchement, je le vois dans le bassin minier du Pas-de-Calais, depuis que, je voulais vous répondre ça tout à l'heure, parce que depuis que les proviseurs de lycées professionnels se sont liés, rencontrent des entrepreneurs régulièrement. Parce que vous comprenez, le problème du comportement, il ne vient pas si les jeunes, si les entrepreneurs vont aussi dans les écoles présenter leur entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette distance, si vous voulez. Donc ça se prend dès l'origine. Autrement, si vous voulez, on sera toujours c'est vrai, dans cette dénonciation du fait que les jeunes ne sont pas à l'heure, ou c'est vrai par le mal, et surtout, ils sont peu mobiles ici. C'est-à-dire qu'ils refusent souvent de bouger, quoi. Et donc ça, c'est un point important. Donc l'action culturelle et l'action éducative sont, je pense, à la base de beaucoup de choses.
Bruno Fontaine. Il faut parler de choses qui parlent aussi aux jeunes. L'action culturelle est importante, mais vous ne toucherez pas tous les jeunes avec cette action culturelle. On le sait très bien, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont se passionner, et c'est très bien parce que vous allez les sortir. Mais après, on pense aussi, on a des réflexions sur le sport dans la ville, quoi, parce que le sport est une manière aussi de les sortir et de les intéresser à quelque chose. Et surtout dans les sports qui leur causent. On commence à développer partout des e-sports ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut parler des choses de mettre en place des choses qui causent aux jeunes, quoi, qui parlent aux jeunes, quoi. Qui souhaite intervenir, témoigner des difficultés que vous rencontrez quand il s'agit de penser cette mutation de la crise à la reconversion? Ce matin, Fabienne Keller disait au CNV, on a travaillé en particulier sur les femmes dans les quartiers. Et en disant, il y a un angle mort, souvent on réagit parce que les plus remuants sont les jeunes hommes, donc on va s'intéresser à eux, et puis les femmes... En matière d'employabilité, en matière donc de ce marché de l'emploi que vous observez, vous, présidente de CCI du Grand Hainaut, comment vous voyez cet aspect des choses? J'avoue qu'on est surtout dans une préoccupation très industrielle. Mais vous croyez que les emplois industriels sont réservés aux hommes? Non, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, je ne me permettrai pas de dire ça, quoi. Mais c'est moins physique et ça s'automatise. Non, là-dedans, pour nous, il n'y a pas de différence dans cette approche entre... Sauf qu'on leur en a pas toujours donné le goût de ces emplois. Tout à fait. Mais on trouve bien des hommes sages-femmes. Je vois pas. Actuellement, les emplois deviennent polyvalents, quel que soit le sexe. Il y a un point dont on n'a pas parlé de toute la matinée, mais qui, je pense, est essentiel, c'est l'importance des familles monoparentales dans les quartiers, qui est devenue vraiment tout à fait considérable. Mais c'est aussi vrai dans les cités minières. C'est naturellement très vrai en pleine Seine-Saint-Denis, en pleine commune et en Seine-Saint-Denis. Et il y a souvent une majorité, ou en tous les cas, presque la moitié de familles monoparentales. Tout ça, c'est un point essentiel. Essentiel, d'où la nécessité, comme on le disait ce matin, de remettre de la mixité sociale, de la mixité générationnelle aussi, oui, mais qui suppose aussi des modes de logement adaptés. Oui, la mixité sociale, il n'y a pas de problème. Les pauvres veulent bien les vivre dans les quartiers de riches, mais les riches qui vivent dans les quartiers de pauvres, j'en connais pas beaucoup, quoi. Si vous voulez, c'est un beau thème un peu théorique, mais dans les faits, c'est extrêmement difficile à développer dans l'autre sens, quoi. Nicolas Grivel, vous voyez des évolutions quand même? On reproche, par exemple, je me souviens de débats comme ça, où on fait de très belles écoles, et les enseignants ne vivent pas sur le territoire, ou ce qui était évoqué tout à l'heure sur pleine commune, où les cadres vivent ailleurs, ou dans le bassin minier, à Arras plutôt qu'à Lens. Vous voyez des évolutions avec le travail qualitatif qui a été fait pour donner envie? Oui, bien sûr. Après, sur ces sujets, il faut à la fois y avoir une ambition forte, sinon on ne transforme pas, et être... placer le bon niveau d'ambition pour arriver au résultat. Sur la mixité sociale, je pense que l'approche on fait venir des riches dans les quartiers de pauvres à court terme, sauf sur certains quartiers sur lesquels on peut avoir une attractivité, un retournement très facile, et quand je parle de riches, je parle pas forcément des très très riches, mais voilà. En revanche, ce qu'on a vu de positif sur un certain nombre de quartiers, c'est que si on regarde l'évolution sur les 20-30 dernières années que je décrivais tout à l'heure, on a des quartiers qui étaient plutôt attractifs au démarrage, de classe moyenne, parfois supérieure, classe moyenne en tant que telle, qui, lorsque ces populations sont parties, ont accédé à la propriété en périphérie, sont parties sur d'autres projets de vie, ont été remplacés par des populations plus pauvres. Et puis, à chaque étape du départ, il y a un remplacement par des populations plus pauvres. Déjà, enrayer ce phénomène et faire en sorte que des personnes qui seraient parties ou allaient partir, mais puissent accéder à la propriété, dans d'autres formes de logement et d'habitat sur ce territoire, accéder à du logement locatif libre, rester, faire revenir leurs enfants qui sont partis et qui viennent s'installer dans ces quartiers. C'est la mixité sociale endogène et pas exogène, mais c'est déjà beaucoup, ça veut dire qu'on enraye un phénomène de départ. Et puis vous avez un certain nombre de quartiers, c'est lié à la question du transport qu'on évoquait, c'est lié à
l'ampleur de la transformation, la localisation de ces quartiers. Vous avez des quartiers qui sont assez bien situés, qui sont assez attractifs, qui ont des atouts en termes d'espaces verts, de paysages, voilà, qui ont des atouts en termes de proximité de l'université, parce que les universités ont souvent été construites à peu près aux mêmes époques, à peu près aux mêmes franges de l'agglomération. Et donc vous avez des quartiers qui ont cette attractivité, qu'on arrive à leur rendre, et que même si au début ça ne fonctionne pas, parce qu'on est encore dans les travaux, on a encore quelque chose, quand on a des quartiers qui deviennent des bouts de ville comme les autres, ben finalement nous, on a oublié leur histoire, et par des stratégies de reconquête progressive, par les franges ou par le cœur du quartier parfois, on arrive à créer la mixité sociale qui il y a 15 ans était inaccessible. Donc il y a cette évolution qu'il faut prendre aussi sur le temps long. On l'a vu aux États-Unis, hein, des quartiers complètement dégradés et qui sont en reconquête aujourd'hui et qui sont au contraire très appréciés des classes moyennes et créatives aussi. Je parle à David Shale. So I think this is true, that there is this great difficulty in how do we conceptualize or how do we address this long-standing inequalities. And so spinning now, for the most part, I live in Minneapolis, but for 16 years lived in Chicago, which is one of the most segregated, both racially and economically segregated cities in the United States. And we've been going through this massive, what's known as the Plan for Transformation. This is a project to demolish public housing and replace it with mixed income housing. And so the idea to have, no matter where it is in the city, that the neighborhood should be reconstituted with a mix of approximately in thirds of sort of former public housing residents, affordable housing residents, and people who can afford to pay a market rate. And so it's interesting to see how this kind of work is trying to happen from the big top-down model. Although I think it's also worth looking at smaller levels and thinking about these sort of, again, these more smaller scale holistic developments. And so there are groups, there are people like Rick Lowe, who work in Houston, Texas, who's been developing an arts-centered neighborhood that is both sort of about affordable housing, but it produces a neighborhood that makes people who are not necessarily from those neighborhoods want to come in and want to stay and want to experience, right? We can think about Big Car. This is another organization that's working in Indianapolis, Indiana, or even Theaster Gates, an artist who's working in Chicago, who's created both the restoration of affordable housing in a neighborhood that is a low-income community, while at the same time produced the possibility to have a neighborhood that's artist-led, where people are working towards bringing in people of all kinds into the community, but with being very careful about not displacing people in the process. And so I do think it's possible that we can... Mais ces projets communautaires, est-ce que ce sont de gentilles utopies ou est-ce que c'est un mouvement de fond Well, so I'd say the thing that's interesting about this kind of project is that while they have a grand vision for what the neighborhood will be like, it's not, they're starting small. And so because they're starting small, I don't think they have that feeling of that utopian vision that we're going to radically change the world. But instead, the idea is we're going to look at this neighborhood and we're going to ask what people want in this place. And with these artist groups who are trying to carefully integrate racially, economically, socially, their communities, that we might find some test of how we can have a more effective social mixed housing development, which in the past has been saddled with this problem of, yes, we can bring low-income people into high-income neighborhoods, but it doesn't work the other way around. Et avec des aides des villes, des pouvoirs publics, ou ce sont des initiatives qui restent portées par des communautés dans une approche très coopérative à l'américaine? The fascinating thing about this, and I do think in some ways it is this American approach, where this is an outsider organization, an outside artist or a group of people who start working on a project, and then as they grow, what they're starting to do is then turn to formalize themselves as true not-for-profit organizations, and then start to work with the state. And so, again, this is this idea of a grassroots-led orientation that comes outside of the traditional public sector, but then becomes integrated into the public sector as their desires and capacities build. And in fact, this role of support from the state becomes essential as they move from small scale into maybe that mid-scale neighborhood basis.
Merci de ce témoignage. Jean-Louis Subilliot, alors peut-être pour terminer notre table ronde, parce que le temps nous est compté, un regard en conclusion plus général. Quand on parle de la crise à la reconversion, on voit que cette reconversion, derrière ce mot, il y a énormément de choses et on a commencé en parlant d'approche holistique. Est-ce que nous, on est vraiment dans cette culture? Est-ce qu'on l'est assez? Comment faire en sorte qu'on le soit davantage? Je pense que c'est une question de, comme on l'a dit, de volonté et d'initiative, mais avec, puisqu'on est en France et qu'il y a une tradition, je pense un appui important de l'État et des pouvoirs publics pour ce qu'on appelle l'égalité républicaine. Je pense que, si vous voulez, des territoires qui sont en reconversion de longue date, on parlait de Plaine Commune tout à l'heure, qui depuis 20-25 ans, qui vraiment ont montré toute leur capacité, d'abord à s'unir, les collectivités, deuxièmement à définir un projet. Puisque vous prenez cet exemple, Plaine Commune, c'est à la fois des endroits où se créent plein de richesses et puis des poches de pauvreté terribles. Bon, plein de richesses, non, il n'y a pas d'endroit. Si, enfin, il y a des entreprises qui viennent. Il y a des entreprises, voilà. Il y a des entreprises, mais il y a des entreprises dont les emplois ne sont pas forcément occupés par les résidents. Et, oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, il y a cet effort, mais en même temps, il y a un moment où ça s'arrête. C'est-à-dire que le contrat est rompu. C'est-à-dire qu'on dit, bon, allez-y, faites des efforts, accueillez la population, il y a des besoins de logement considérables. Et par ailleurs, accueillez aussi, ils acceptent d'accueillir les plus faibles, les plus fragiles, etc. Donc il y a une richesse potentielle avec toutes les nationalités qui sont là considérables, mais il y a un besoin d'équité, c'est-à-dire d'équité dans une grande région comme l'Île-de-France, et donc un besoin de péréquation, puisque franchement, on est en termes de services urbains à la population dans des proportions de 1 à 2. Alors dans le bassin minier, les choses sont différentes. Encore une fois, Valenciennes s'est pris de longue date en charge. Bon, c'est difficile à Valenciennes comme ailleurs, mais il y a des emplois qui viennent, effectivement. Il y a une lecture du projet, je pense, par la population. Dans le reste du bassin minier, il y a des situations terribles, comme à Denain, dont on parlait ce matin. Et puis, dans tout ce bassin minier du Pas-de-Calais, il y a eu beaucoup de bisbilles entre les élus. Donc ça commence aujourd'hui à s'unir, à agir ensemble. On commence aussi à redonner une fierté. Par exemple, cette affaire de ces grands sites miniers réouverts à la population, ils étaient interdits, il faut les réouvrir, il faut que la population y vienne, il faut qu'elle en soit fière, et si on y met des activités économiques et des clusters, c'est encore plus formidable, parce qu'on allie les deux choses, le passé et vraiment l'avenir. Et puis deuxièmement, tout ce territoire, c'est ce que montre la chaîne des parcs, c'est ce que montre ici la boucle UNESCO, etc., qui est vert, bon, qui est un paysage, et cet habitat individuel, qui est aujourd'hui, comme on l'a dit, en piètre état énergétique, mais qui a des qualités d'espace, des qualités de vie considérables. À partir du moment où on fait redécouvrir cette beauté, et quand on amène le Louvre, voilà, dans des cités minières, des gens qui ne sont jamais allés, il faut poursuivre, il faut vraiment, je pense, avoir la volonté d'agir en sachant que rien n'est gagné. Et je pense que, comme on l'a dit ce matin, il y a urgence. Et il y a un moment là qui est difficile. Il faudrait que les engagements annoncés soient pris pour que la fracture territoriale ne s'accroisse pas. Merci Jean-Louis Subilliot, merci messieurs. De la crise à la reconversion, vous le dites aussi, passer par la reconquête et la fierté de ces territoires. Merci beaucoup. Je crois maintenant que vous pouvez applaudir nos intervenants.